Carlos Alcaraz, ce génie qui a débarqué à l'improviste que personne, je dis bien personne, n'attendait. Alors que Djokovic, Nadal et Federer tirent doucement leur révérence, même si l'un d'entre eux fait encore de la résistance, Alcaraz est arrivé comme l'élu, celui qui va porter le tennis mondial durant ces 15 prochaines années. À seulement 19 ans, il a remporté son premier grand chelem et est devenu le plus jeune numéro 1 de l'histoire, et un an plus tard, il décroche son deuxième grand chelem à Wimbledon en finale contre le plus grand joueur de l'histoire, Novak Djokovic. De quoi dire au monde entier que c'est lui le futur, mais surtout de quoi montrer à ses concurrents qu'il va falloir se lever très tôt pour gagner des grands chelems dans les années à venir. Et Carlos Alcaraz, on peut dire que certes c'est l'Espagnol qui prend la suite de l'épopée Nadal, mais Alcaraz c'est l'arbre qui cache la forêt pour le tennis espagnol, parce qu'en ce moment il faut bien dire que c'est assez pauvre du côté de l'Espagne. Dans le top 50 à l'heure où on se parle, on retrouve seulement Davidovich Fokina avec Alcaraz, qui on le sait n'est pas le profil le plus stable et régulier. Donc il endosse aussi cette responsabilité de porter le tennis espagnol dans les années à venir. Mais j'ai plusieurs questions qui me taraudent, et c'est des questions auxquelles on va répondre tous ensemble. Qui se cache réellement derrière ce prodige? Comment est né ce cyborg qui est parti pour régner sur la planète tennis? Comment il fonctionne au quotidien pour gérer un tel succès? Comment Carlos gère l'entreprise Alcaraz? Et Alcaraz est-il déjà une légende? On répond à tout ça juste après le jingle. Qui est Alcaraz? C'est vrai qu'on entend Alcaraz partout, mais je suis sûr qu'au fond, vous savez pas vraiment qui est Alcaraz, d'où il vient, comment il s'est construit. Carlos Alcaraz, il est né le 5 mai 2003 à El Palmar, dans la banlieue de Murcie. Papa dirigeait le Real Sociedad Club de Campo, le club de tennis de Murcie, donc forcément Alcaraz a été conditionné par son père. Maman n'avait pas de rapport avec le sport, mais elle a eu une grosse importance dans l'état d'esprit qu'a développé Alcaraz, la joie qu'on voit sur le court, ce côté vivant, enthousiaste, c'est elle. Donc le cocktail père-mère nous donne un résultat plutôt sympa, comme on peut le voir jusqu'à maintenant. Et Carlos Alcaraz, il a 3 frères, Alvaro le grand frère, Sergio et Jaime petit frère. D'ailleurs, gardez un œil sur Jaime Alcaraz parce que c'est pas impossible qu'on le revoie un jour. Et oui, il a déjà commencé à faire parler de lui, alors c'est pas énorme, mais il a remporté un tournoi parrainé par Nadal, dont les fonds sont reversés à sa fondation. C'était le tournoi dans la catégorie moins de 12 ans, et Jaime Alcaraz, il s'est imposé. Et d'ailleurs, c'est aussi un tournoi qu'avait remporté Carlos Alcaraz. Regardez, on a la photo avec Rafa, c'était en décembre 2016. Donc l'environnement Alcaraz, c'est le tennis, c'est la compétition, c'est la gagne. Et Alcaraz, il l'a jamais vraiment caché, hein. Il a grandi avec Rafael Nadal, et c'est même pire que ça. Il faut imaginer que Nadal a toujours existé en tant que champion pour Alcaraz, parce qu'il est né en 2003 et Rafa explose en 2005 et il joue encore aujourd'hui. Donc Nadal a une énorme place pour Alcaraz quand on parle d'inspiration, d'idole. Et donc son père le met au tennis tôt, il le fait jouer dans son club, et comme par hasard, et c'est le cas de quasiment tous les champions, on se rend compte qu'il a une bonne main, qu'il a un bon sens du timing, que le travail de coordination entre les jambes et le haut du corps est très bon. Et donc c'est parti, Alcaraz se met au tennis chez papa. Papa choisit des coachs sérieux et de confiance pour Carlos, et d'ailleurs c'est son coach de l'époque, Kiko Navarro, qui disait: la première fois que j'ai vu jouer Alcaraz, il avait 4 ans, il jouait avec son père et sa technique était irréelle pour un garçon si jeune. En un coup d'œil, vous saviez que c'était une dinguerie. À cet âge, normalement, les enfants peuvent à peine renvoyer la balle, lui faisait des échanges avec son père, c'était fou à voir. Donc ça y est, Alcaraz est en route vers une potentielle carrière professionnelle. Une évolution tonitruante. Ben oui, Alcaraz, il a bluffé tout le monde par son niveau de jeu, par sa grinta, par sa folie, mais surtout par sa précocité et son arrivée fracassante au sommet à même pas 20 ans. Je vous fais le petit listing avec les étapes clés, et on va voir effectivement que les étapes, il les a bouffées. Durant son enfance, il est l'un des tout meilleurs du monde dans les catégories de jeunes. En 2018, il remporte le championnat d'Europe individuel U16 avec 1 an d'avance et la Coupe Davis Junior avec l'Espagne. En septembre 2018, il a 15 ans et son père l'inscrit à la Juan Carlos Ferrero Academy. Vous le devinez dans le titre, il est désormais entraîné par l'ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland Garros, Juan Carlos Ferrero, et forcément c'est un gros coup de boost. Il a des entraîneurs plus qualifiés, des infrastructures de qualité toute l'année, et il peut se focus à 100% sur son tennis. En 2020, c'est à Rio qu'il se fait connaître par le grand public, et c'est là aussi que je le découvre personnellement parce que forcément les médias relayent. Un jeune de 16 ans qui gagne un match en ATP 500, c'est la folie, il bat Ramos Vignolas. C'est aussi en 2020 qu'il devient le 5e joueur à remporter 3 challengers avant 18 ans. C'est complètement hallucinant, hein, quand on pense que gagner un challenger, c'est le défi de centaines de joueurs de tennis dans une carrière. Lui, à 17 ans, ça y est, il a fait le tour et il s'apprête à jouer le circuit principal. D'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire qui sont les 4 premiers joueurs à avoir réalisé cet exploit de gagner 3 challengers avant ses 18 ans. Je vous ai mis un petit indice avec ces 4 images qui représentent les 4 joueurs que vous devez trouver. Et le premier qui me trouve ça en commentaire aura un petit boost pour notre prochain jeu concours qui arrive très prochainement. 2021, on passe aux choses très sérieuses. Ceux qui ont suivi savent déjà ce qu'il a fait. Il commence plus ou moins timidement. Il y a ce match contre Rafa à Madrid le jour de ses 18 ans. Le public de la Cajamarca lui souhaite un joyeux
d'anniversaire avant l'échauffement, mais Rafa ne lui a pas fait de cadeau, 6-1, 6-2. Ah si, il lui a quand même tenu le gâteau d'anniversaire après le match. Sauf que derrière, fin juillet 2021, il remporte son premier titre à Umag, donc même si c'est qu'un titre, qu'un 250, c'est une consécration, c'est une étape qu'il a cochée très facilement. Et là, quelques semaines plus tard, à l'US Open, nouvelle dinguerie, il bat Tsitsipas au 3e tour dans un match de dingue, un match intense, un match très tendu, et Alcaraz qui renverse Tsitsipas en 5-7. Tsitsipas qui doit quand même gagner Roland-Garros quelques mois auparavant, donc ça jouait un petit peu au tennis quand même. Mais Alcaraz trop fort, Alcaraz en chaleur, le monde découvre le prodige, et moi-même je me souviens que j'avais fait une story juste après le match où je disais ça y est, on en a pour 15 ans avec lui, et pour le coup ça fait déjà 2 belles années parce que 2022 a été grandiose pour Alcaraz. Victoire à Miami, donc premier Masters 1000 à 18 ans, victoire à Barcelone qui le fait entrer dans le top 10 à 18 ans, le plus jeune depuis Rafael Nadal en 2005, victoire à Madrid en battant Nadal et Djokovic, du gros délire, on y reviendra juste après, mais surtout victoire à l'US Open, premier grand chelem en carrière et numéro 1 mondial le plus jeune de l'histoire, un exploit monumental. Et derrière ce titre à l'US Open, on a la naissance d'une potentielle légende, on a la relève, là où on commençait à s'inquiéter un peu après le Big Three, on a un crack qui ne semble avoir aucune limite parce qu'en 2023, on est sur les mêmes standards. 2 Masters 1000 en poche, Indian Wells, Madrid et un grand chelem à Wimbledon en battant Djokovic dans une finale de dingue avec un titre au Queens juste avant, donc une saison sur gazon folle où il est invaincu. Et Alcaraz, voilà, il a toujours ce côté où il apprend très vite, il s'adapte à toute situation, il réussit à apprivoiser cette surface qui est tellement compliquée, et ça y est, Alcaraz est sur le toit du monde. Une philosophie hors du commun. J'aimerais vous parler de son état d'esprit maintenant, de sa manière d'aborder un tournoi, de sa manière d'aborder un match, d'aborder un point même. Alcaraz, il fait partie de ces joueurs qui transpirent la passion du jeu. Quand il est sur le court, il est content, et ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas, hein. C'est pas le cas de tout le monde, et ça fait une énorme différence. Et même pour nous, le public, hein, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un gamin qui joue incroyable et qui sourit, plutôt que d'avoir des robots sur le court qui dégagent absolument rien. Et ensuite, il y a ce caractère quasiment unique, cette philosophie de jeu qui est de jouer le coup sans avoir peur. Et je fais souvent le parallèle avec lui et Dominic Thiem, qui était un peu comme ça, qui était tout sauf timide, qui osait frapper fort, il osait avancer, prendre des risques, quitte à rater parfois bien sûr. Et avec Alcaraz, on a ce même caractère de guerrier, et c'est exceptionnel à voir parce que la plupart du temps, c'est dedans. Et c'est mon fils d'ailleurs qui exprimait très bien cette idée d'oser plus, de tenter, de pas attendre. Écoutez-le après sa défaite à Montpellier, où il exprime quelques regrets de pas avoir plus tenté. Il m'a manqué de courage sur pas mal de coups. Je sais que c'était une surface lente avec des balles lentes. Tu vois, monte, quoi, Gaël, tu vois, monte, fais-toi passer, sois plus courageux. J'ai pas été courageux. Alors, c'est hyper facile à dire. Tu vois, là, je te dis, je suis relâché, mais putain, quand t'es sur le terrain, tu as envie de mettre la latte au coup droit, mais putain, allez, on lift un peu et boum, tu la prends. Tu dis, putain, j'aurais quand même dû la mettre. Et bah cette fameuse latte de coup droit, Alcaraz il hésite jamais à la mettre, d'où cette philosophie hors du commun. Mais Alcaraz c'est évidemment un gros combattant à la manière de Rafa, et on reviendra sur la comparaison faite à tort ou à raison, et un mental très très solide pour son âge, hein. Il a que 21 ans, et déjà il nous a montré sur des matchs sa force mentale, sa capacité à se sortir de gros traquenards, et un bras qui tremble pas, là où la plupart des joueurs auraient perdu le jeu de service pour gagner Wimbledon contre Djokovic. Je finis cette partie par son style de jeu quand même. Pour les quelques personnes qui visualiseraient pas, Alcaraz c'est un joueur super agressif des deux côtés. Il a un coup droit avec lequel il fait beaucoup de coups gagnants, un revers vraiment bien maîtrisé, et c'est très très lourd des deux côtés, il a de la variété, donc il peut gratter davantage la balle ou alors jouer proche du filet et envoyer des sacoches. Alcaraz c'est aussi une amortie très très efficace parce qu'il utilise la puissance de ses coups pour venir distiller l'amortie au bon moment, et il a une main incroyable, hein, au filet c'est vraiment très très fort. Alors seul point qu'on a pu lui reprocher parfois c'est son service. Et j'avoue que j'ai jamais fait partie de ceux qui ont pointé cette faiblesse chez Alcaraz, le service, parce que certes c'est pas Roger Federer mais ça sert quand même fort, ça place plutôt bien, et je trouve qu'on peut pas considérer son service comme une grosse faille vu le peu de fois où il se fait breaker, donc c'est un jeu très très complet. Un entourage solide. Rapidement sur son entourage, il est toujours avec Ferrero. Ferrero l'accompagne un grand nombre de semaines à l'année et c'est devenu un peu comme un mentor. Ils ont une relation fusionnelle et on a déjà eu des moments mythiques entre les deux. Exemple à Miami en 2022, Ferrero n'avait pas pu faire le déplacement à cause du décès de son père, sauf que Alcaraz il est en finale et Ferrero lui fait la surprise de venir juste avant le match, ce qui nous donne une belle scène quand Alcaraz voit Ferrero débarquer, et Alcaraz gagne la finale contre Ruud, Ferrero ému aux larmes. Pareil à Wimbledon en 2023 quand il bat Djokovic en finale, les larmes de Ferrero, je pense qu'il s'attendait absolument pas à ce que Alcaraz gagne, et globalement on sent un lien fort entre les deux, et je pense que l'association n'est pas prête de s'arrêter. On a aussi sa famille qui est souvent là, son père, son grand frère, donc ça lui permet de garder un certain confort, de pas être seul et perdu aux quatre coins du monde. Et il l'a dit d'ailleurs, hein, je considère toute mon équipe comme ma famille, elle fait en sorte que je me sente chez moi, même dans un pays étranger, donc c'est très très fort. Et le clan Alcaraz est déjà très bien structuré avec un prépa physique et d'autres acteurs qu'on n'a pas forcément
forcément en tête. Un corps déjà fragile. Et oui, je parlais de prépa physique et il en a bien besoin Alcaraz parce qu'il a beau avoir 21 ans, il est déjà fracassé de partout. Et j'exagère à peine parce qu'il a déjà dû déclarer forfait pour pas mal de gros tournois, le Masters 2022, Open d'Australie 2023, Monte Carlo 2023 et 2024. Et on sent que la charge physique que lui impose son jeu a de grosses répercussions sur son corps et à 21 ans, c'est pas rassurant du tout. Regardez déjà son historique en termes de blessures, c'est déjà bien fourni et on a le droit de penser que d'autres blessures suivront malheureusement. Il va devoir faire preuve d'une grande discipline en termes de récupération, de justesse dans ses déplacements. Et Alcaraz, on a vu à quel point il s'affûte physiquement. Je me souviendrai toujours de la fois où je l'ai vu débarquer à l'Open d'Australie en 2022, où il était transformé, on aurait dit un buffle, et pendant l'intersaison, il a bossé comme un dingue. Donc il a l'air de se calquer sur un certain Nadal à ce niveau-là, de stocker du muscle qui viendra résister à l'énorme charge qui se met sur le court. Et on fait souvent cette comparaison entre Alcaraz et Sinner. Sinner qui est vraiment une brindille, mais qui pour l'instant arrive à enchaîner les matchs, les tournois, et qui n'a pas subi de grosses blessures. Et de l'autre côté, on a Alcaraz pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Alors on lui souhaite d'éviter au maximum les blessures, mais quand on regarde déjà son historique de blessures à 21 ans, c'est pas du tout rassurant, et il faut avouer que ça fait un peu penser à Nadal quand même. Ça y est, on y est. Est-ce que Alcaraz est un Nadal bis? Dites-moi en commentaire, selon vous, si la comparaison entre Nadal et Alcaraz a lieu d'être ou pas. Selon moi, on peut pas jouer les aveugles indéfiniment. Évidemment qu'il y a des grosses similitudes, des points communs qu'on peut pas nier, ces deux Espagnols qui ont la grinta, des combattants, et même rien que le fait que les deux crient à l'impact de la balle aussi intensément, ça les rapproche dans le profil, l'aspect physique dans leur jeu, et donc aussi les blessures dont on vient de parler pour les deux. La précocité, on parle de deux joueurs qui ont été tout en haut à des âges indécents. D'ailleurs, Alcaraz a le record parce qu'il est le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire à 19 ans, 4 mois et 7 jours, contre 22 ans, 5 mois et 15 jours pour Rafa. Donc on parle parfois de temps de passage, Alcaraz il est dans la discussion. Et tenez, nous qui aimons bien les comparaisons, on prend Rafa, Alcaraz et Djokovic le jour de leurs 21 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient gagné? On se rend compte que Rafa, le 3 juin 2007, il a 2 grands chelems, 9 Masters 1000 et 21 titres. Alcaraz, à ses 20 ans, c'est 2 grands chelems, 5 Masters 1000 et 13 titres. Sauf que lui, évidemment, il a déjà 36 semaines en tant que numéro 1 mondial. Après, pour Rafa, il faut pas oublier que quelques jours après ses 20 ans, il gagne son 3e Roland Garros. Donc Rafa est un peu en avance, mais Alcaraz, il est clairement loin d'être ridicule, il est bien présent. Et en plus, lors de son explosion, Alcaraz, il a dû scoltiner ses concurrents chez les jeunes, à savoir les Sinner, les Rune, mais aussi les légendes qui étaient toujours là, les Djokovic, les Nadal, là où Rafa en 2005, permettez-moi de dire que c'était un peu moins relevé. Certes, il y avait Roger qui marchait sur l'eau, mais derrière c'était moins fourni. Donc oui, Alcaraz a le début de carrière d'une légende, parce que si on compare avec Djokovic, évidemment c'est pas la même. Alcaraz il a beaucoup d'avance. Djokovic à 21 ans c'est un grand chelem, 4 Masters 1000 et 10 titres. Donc évidemment l'humain aime bien comparer, et quand on voit un crack arriver comme Alcaraz, on peut pas s'empêcher de regarder avec le 3 monstres comment il est, et la vérité c'est qu'il est dans les temps. Mais au final il est dans les temps pourquoi? Pour gagner 15 grands chelems? Pour gagner 25 grands chelem et devenir le plus grand? En vérité, il y a plein de paramètres qui rentreront en compte dans son chemin et dans ce qu'il souhaite accomplir, à savoir marquer l'histoire. Et donc lâchons un peu nos calculettes et regardons juste jouer Alcaraz parce que c'est magnifique. Et je finirai d'ailleurs en citant Alcaraz où il nous parle de cette comparaison qui a toujours été faite avec Rafa, où il nous dit: cela dure depuis des années sur les réseaux sociaux, mais j'essaie de pas me laisser distraire, je pense à moi, à mes progrès, je suis de Murcie, lui de Majorque, il est gaucher, pas moi. Quand j'étais petit, j'étais tout sauf un guerrier, j'étais petit, frêle et pas vraiment puissant. Donc sa démarche, elle est excellente, faire abstraction du discours médiatique le rapprochant de Rafa et construire sa propre carrière. L'entreprise Carlos Alcaraz. Et oui, Carlos, il a pas pu y échapper. Quand t'exploses mondialement et en plus si vite, à un âge si précoce, t'es constamment sous le feu des projecteurs, que tu le veuilles ou non, et ça fait partie du métier, t'es obligé de le prendre. Alors forcément, il y a des inconvénients, tu peux plus sortir tranquillement dans la rue, t'es tout le temps sollicité et ça peut te sortir de ta bulle qui est fondamentale pour ton tennis, pour ta progression et plus globalement pour ta santé mentale. Maintenant, je parle d'entreprise et il y a aussi des avantages parce que la célébrité, elle t'apporte des leviers non négligeables en termes de moyens, de visibilité et de réseau. Et Alcaraz, il a vite saisi cette vague avec bien des centaines de marques qui ont dû le contacter, des marques qui voient Alcaraz un parfait ambassadeur, un joueur charismatique, souriant, qui fait le show, et en plus Alcaraz qui a ce côté très respectueux qui vient couronner le tout. Donc ça permet aux marques de bénéficier de l'image d'Alcaraz et de construire un discours axé autour de valeurs communes, le travail, la passion, l'effort, l'humilité, l'excellence, le courage, etc. Et donc là, il y a un énorme travail que lui seul ne peut pas faire. Filtrer toutes les demandes, choisir les marques avec lesquelles il veut s'associer, créer son agenda pour assurer tous les rendez-vous, parce que quand tu fais le tour du monde sur le circuit, ça peut vite devenir un casse-tête assez fou. Donc en général, c'est plutôt un membre de la famille qui endosse le rôle d'agent et qui supervise tout ça. Par exemple, on sait que Kylian Mbappé, c'est sa mère qui travaille à temps plein pour lui. Neymar, pareil, on sait que c'est papa qui gère tout. Là, Alcaraz, il a un agent pour lui qui est Alberto Molina. Alberto Molina, ça va faire 10 ans qu'il suit Alcaraz et
c'est lui qui est à l'origine de la stratégie de sponsoring d'Alcaraz qu'on connaît aujourd'hui. Voir grand et créer pour Alcaraz une image globale. L'argent n'est pas la priorité, même s'il est arrivé dans le processus, mais il vise le prestige international, avec des entreprises mondes pour une association long terme, un accompagnement durant toute sa carrière. Et ce qui est fort, c'est que Alberto, il a réussi à placer Alcaraz avec les meilleures marques haut de gamme, je vais pas les citer, mais je pense que vous les avez en tête, tout en ayant ce côté très local, notamment en travaillant avec une entreprise dans l'agroalimentaire qui vient de Murcie, donc on pouvait pas faire plus local. Et en plus, depuis le sacre à l'US Open en 2022, Alberto, il est passé de écrire des mails, passer des coups de fil à répétition, à simplement répondre au téléphone et accepter ou refuser les offres, ce qui facilite grandement le travail. Donc au final, la compétence de l'agent d'Alcaraz fait que Carlos, il a juste à bien jouer au tennis et le reste suivra. Vous avez vu, je vous ai mis des images des différents sponsors d'Alcaraz, donc on a quand même des grosses marques qui pèsent à l'international. Donc après tous ces contrats signés, toutes ces entrées d'argent et ces expositions avec des publicités à tourner, il faut bien arriver à garder les pieds sur terre et justement, c'est le rôle de l'entourage solide que je vous décrivais juste avant. Maintenant, connaissant sa mentalité et en plus avec Ferrero à ses côtés, je me fais pas trop de soucis. Mais attention quand même parce que pendant Indian Wells cette année, Ferrero il avait dit que c'était pas facile de lâcher le téléphone pour Alcaraz, donc les distractions sont nombreuses et l'objectif c'est de rester dans cette bulle. Bon, ça lui a pas empêché de gagner le tournoi ensuite, donc tout va bien. Allez, on finit avec la question à 1 million, est-ce que Alcaraz est déjà une légende? Est-ce que Alcaraz est déjà une légende au regard de tous ses accomplissements? Bon, durant la vidéo j'y ai déjà répondu en partie, mais pour moi oui, Alcaraz c'est une légende. C'est le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Il faut que je continue? À Madrid en 2022, c'est légendaire. Il bat Basilashvili, Norrie, mais surtout Nadal, Djokovic et Zverev. Enchaîner Nadal et Djokovic, deux monstres sur terre battue en 24 heures, c'est légendaire, surtout avec les chefs-d'œuvre tennistiques qu'il nous a donnés. Son US Open en 2022, et on a tendance à l'oublier son parcours, mais c'est légendaire. Il bat Cilic en 5-7, Cilic vainqueur en 2014 qui joue très bien sur dur. Il bat Sinner en 5-7, Sinner qui a sorti une performance hallucinante. Il enchaîne avec Tiafoe toujours en 5-7, américain qui est toujours en feu chez lui, et il finit avec Casper Ruud où il y avait un enjeu énorme, premier grand chelem pour les deux et place de numéro 1 mondial. Sa campagne sur gazon en 2023 en gagnant le Queen's et Wimbledon, c'est légendaire. Battre Djokovic en finale de Wimbledon 6-4 au 5e, c'est légendaire. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de doute, le début de carrière d'Alcaraz fait que c'est une légende. Alors on peut me dire que c'est trop tôt, et certes, il a 21 ans, il est très jeune, mais vous attendez quoi ? Concrètement, vous attendez quoi? Moi, ça me pose aucun problème de me dire que c'est déjà une légende étant donné qu'il a déjà réalisé des choses folles dans le tennis. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, là je vous veux en feu dans les commentaires, je veux lire des paragraphes, je veux lire des pavés en argumentant pourquoi c'est une légende, pourquoi ça ne l'est pas. Vous pouvez réagir bien évidemment à tout ce que j'ai mentionné d'Alcaraz sur son enfance, sur son évolution, sur sa philosophie, sur la comparaison avec Nadal, sur l'entreprise Alcaraz, et combien de grands chelems vous pensez qu'il arrivera à remporter dans sa carrière. En tout cas, la saison sur terre battue bat son plein, on se régale, on est à Madrid, et ça promet d'envoyer du très très lourd. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, on est très actifs sur YouTube, des grosses vidéos arrivent très prochainement, et on se retrouve très bientôt. Ciao!